Bonjour, aujourd'hui nous recevons Dalila Chalabi. Bonjour à vous. Voilà, Merci soyez beaucoup. la bienvenue madame. Merci beaucoup. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 5 ans et cette semaine ce sera publié le mercredi, exceptionnellement. Voilà, donc vous êtes une éminente professeure d'histoire-géographie nimoise de Nîmes. Tout à fait. Donc nous vous recevons parce que vous faites entre autres partie du comité pilotage du prix Samuel Paty, donc qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la Sorbonne, et qui a honoré donc des collégiens de Montpellier, du collège Foncarade, au sujet de podcasts sur les Infox. Tout à fait. Vous-même, vous avez remis le premier prix à un lycée de Clermont-Ferrand. C'était à quel sujet ? Alors c'était, cette classe de Clermont-Ferrand avait réalisé une bande dessinée à l'attention d'élèves du premier degré pour leur expliquer ce qu'était une infox et en même temps comment déconstruire une infox et quels sont les dangers pour la démocratie. Donc cette bande dessinée était intitulée La minicratie. Donc un jeu de mots en fait autour de démos, la démocratie, et puis la minicratie, la démocratie locale, au sein de l'établissement. Ok. Donc vous êtes membre du cercle d'études académiques en histoire-géographie. Oui. Vous êtes formatrice. Tout à fait. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'APHG, donc l'association des professeurs d'histoire-géographie. Oui. Donc j'ai plusieurs casquettes au sein de l'Académie de Montpellier, mais également à l'échelle nationale. Donc au sein de l'Académie de Montpellier, je suis enseignante, je suis formatrice académique disciplinaire, donc j'anime des formations en fait à l'attention des professeurs en fonction. Et puis, je suis également formatrice académique, laïcité et valeurs de la République. Et à côté de ces actions de formation, je suis également engagée dans une association qui s'appelle l'APHG, donc l'association des professeurs d'histoire-géographie, pour laquelle je suis depuis le mois de février secrétaire générale adjointe. Donc je fais partie du bureau national. Également, je suis membre du jury du prix Samuel Paty et membre du comité de pilotage de ce prix. Quel CV ? Oui, un très beau CV, mais nécessaire, je pense. Pour justement défendre nos disciplines, l'histoire-géographie UMC, mais également être aux côtés de nos collègues dans les difficultés qu'ils connaissent. On va y revenir là-dessus. Très bien. Donc vous êtes grenobloise, vous avez 46 ans, 4 enfants. Depuis 20 ans, vous habitez en Occitanie. Oui. Vous êtes passionné de randonnée, plutôt dans les montagnes. Tout à fait. Dans les Cévennes ? Oui, dans les Cévennes et... dans le Piémont Cévenol aussi ? Tout à fait, et puis toujours dans mon Vercors natal, pour lequel je suis très attachée. Bon, avant de passer aux questions, on va présenter la une du numéro 1054 de la Glorieuse. Donc, on essaye de coller un peu l'actualité. Terrorisme en Israël, au prisme de la récupération politique dans notre métropole. On titre le Hamas, terrorisme, faut-il limoger Revol étant le maire d'un petit village qui s'appelle Grabels, autour de Montpellier, qui est un maire LFI. Ça a été évoqué par certains hommes politiques dernièrement, la semaine dernière exactement. Voilà, donc à l'intérieur, un autre article, les frangins dirigent-ils actuellement la ville ? On revient sur un dossier aussi sur l'administration, l'UNSA en alerte. L'UNSA, c'est un syndicat de fonctionnaires, oui, que vous connaissez. Oui, tout à fait. Les nuits du Pérou, la ville en mode unlimited. Et enfin, l'affaire autour de l'humoriste Dieudonné, le tribunal administratif politique spectacle de la fosse recadrée. Voilà, il y en a pour tous les goûts dans la Glorieuse de mercredi de demain. C'est ce que j'observe. Voilà, donc Dalila,
Au vu de cette sombre actualité de ce week-end, est-ce que vous avez un commentaire particulier? Alors, en tant qu'enseignante et représentante des professeurs d'histoire-géographie, nous avons été fortement affectés par l'assassinat de notre collègue dans ce lycée d'Arras, effectivement, puisque cet assassinat en fait écho avec l'assassinat de notre collègue Samuel Paty il y a déjà 3 ans. Et par conséquent, nous avons tenu à lui rendre hommage, à ces 2 enseignants qui ont été assassinés dans le cadre de leurs fonctions. Donc cet hommage a eu lieu lundi matin, et puis à 14h avec cette minute de silence qui s'est déroulée dans tous les établissements scolaires de métropole et d'outre-mer. Donc c'était très important pour nous d'être présents, de soutenir aussi les collègues qui étaient apeurés par rapport à ces actes, de les sensibiliser aussi à l'enseignement qu'on peut dispenser en histoire et notamment en EMC, puisqu'on traite de ces questions de liberté d'expression également. Donc c'était important d'être présente. Est-ce qu'elle s'est bien déroulée, cette minute de silence? Oui, tout à fait. Alors, nous avons eu... Il n'y a pas eu de débordement? Non, aucun débordement. Les élèves ont respecté cette minute de silence, tous les personnels. C'était vraiment un moment intense d'émotion et finalement de partage autour de cet événement dramatique qui s'est déroulé vendredi dernier. Dans quelle proportion ce sentiment d'insécurité a augmenté ces dernières années dans les lycées et les collèges? Alors, je pense que c'est lié effectivement au sujet sensible que nous sommes amenés à enseigner. Nous, en tant que professeurs d'histoire-géographie, les programmes sont obligatoires. Nous avons des programmes d'enseignement à dispenser pour tous les niveaux, que ce soit le collège ou le lycée. Je dirais que la complexité, en fait, pour les enseignants, c'est vraiment d'enseigner des sujets qui incitent, qui sont dotés d'enjeux moraux complexes à enseigner justement aux élèves. Je dirais également que les difficultés que nous pouvons rencontrer en tant qu'enseignants d'histoire-géographie, c'est vraiment des sujets qui entrent en fait en conflit avec les valeurs personnelles des élèves, qui ont leurs croyances ou pas. Et souvent nos élèves adhèrent à une vision manichéenne de la société, des sujets. Ma question, c'était dans quelle proportion le sentiment d'insécurité a augmenté ces dernières années dans les établissements scolaires? Alors, on ne le ressent pas précisément, en fait. Depuis le décès de Samuel Paty, suite à ce décès, effectivement, nous avons ressenti cette insécurité, mais progressivement, la vie banale est revenue. C'est vraiment, depuis vendredi que nous sentons effectivement cette insécurité remonter. Mais finalement, dans notre quotidien, nous travaillons de manière assez paisible finalement. Moi, personnellement, donc il n'y a pas de sentiment d'insécurité globalement? Globalement, alors moi je ne l'ai pas ressenti. Après, par rapport à d'autres collègues, donc peut-être dans l'Académie de Versailles, effectivement, c'était plus prenant. Dans certains établissements, peut-être de l'éducation prioritaire aussi, mais dans les établissements classiques, on va dire plutôt... on n'a pas ressenti ce sentiment d'insécurité. Pourquoi alors, vous m'avez en partie répondu, mais peut-être que vous voulez préciser. Pourquoi les profs d'histoire géo sont particulièrement ciblés? Alors, je dirais que d'une manière générale, c'est le corps enseignant. Parce que on a aussi ça fait 2 fois que c'est un prof d'histoire géo. Et puis, je crois qu'il y a eu une femme aussi qui a été tuée. Alors là, c'était un déséquilibré. C'était pas un attentat à caractère de terrorisme islamique à Saint-Jean-de-Luz. Il y a eu une femme aussi qui a été tuée en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens tout à fait. Donc, l'histoire géo, quand même, était... Parce que ce jeune, il est allé voir le prof de philo, et le prof de philo lui a dit... il a demandé au prof de philo s'il était prof d'histoire géo. Alors, je pense qu'il faut quand même rester prudent parce que, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations précises concernant cet acte.
Mais je dirais que nous, en tant que professeurs d'histoire-géographie, nous enseignons quand même des sujets sensibles liés, par exemple, au conflit israélo-palestinien qui a explosé effectivement ces derniers temps. Donc nous essayons toujours de prendre du recul par rapport à la situation actuelle et toujours d'apporter des éléments liés au récit historique. Donc nous restons sur un récit scientifique avec des bases, avec des faits qu'on peut effectivement confirmer, on peut vérifier. Donc on n'est pas dans l'à peu près, mais par rapport aux événements actuels, effectivement, pour l'instant, on n'est pas capable de revenir là-dessus. On a besoin de ce recul, de ce temps. Et concrètement, quels sont les sujets, les thèmes enseignés qui portent à contestation? Je ne sais pas, par exemple, la démocratie contre le totalitarisme, la Méditerranée au XIIe siècle, la Shoah. Alors plutôt les questions liées au mouvement de décolonisation, donc notamment la guerre d'Algérie, puisqu'il y a un conflit avec les différentes mémoires. Les mémoires Pieds Noirs, les mémoires de l'OAS, les mémoires des anciens combattants, les mémoires des Algériens, les mémoires des Harkis. Donc toutes ces mémoires en fait entrent en conflit avec le récit historique. On a aussi des sujets liés justement au génocide. Alors on parle beaucoup de la Shoah, mais pas seulement. Il y a aussi le génocide arménien. Même s'il s'est passé durant la Première Guerre mondiale, reste problématique et suscite encore des tensions entre la Turquie et puis les familles issues justement de ces Arméniens qui ont subi le génocide. Nous avons aussi des sujets sensibles liés à la question de l'esclavage, avec des descendants d'esclaves. Donc là aussi un conflit mémoriel qui est assez présent et qui est assez, donc très présent dans la société actuelle. Et alors, là, en faisant un travail de recherche, j'ai vu que l'islamisme était au programme de terminale, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il faut traiter l'histoire immédiate? Alors, vous rencontrez des difficultés ou ça se passe bien? Donc on étudie en fait déjà l'histoire de ces courants, pourquoi, leur création, leur naissance, mais surtout on essaie quand même d'être prudent parce que effectivement le temps présent, l'actualité ne nous permettent pas d'avoir encore des clés de compréhension assez pertinentes pour pouvoir l'enseigner. Donc moi je dirais que je reprends toujours les origines de ces courants, le contexte historique, essayer de contextualiser au maximum la situation, mais toujours en restant dans le passé, parce qu'en tant qu'historienne, nous étudions le passé, nous ne pouvons pas nous projeter en fait dans le futur. Est-ce que vous avez peur d'aborder certains sujets? Non. Ou est-ce que certains profs vous ont fait part de leur peur d'aborder certains sujets? Je pense qu'on est quand même une majorité d'enseignants d'histoire-géographie à enseigner tous les sujets des programmes en fait. Donc il n'y a pas cette crainte, parce que nous sommes quand même des transmetteurs de savoir, de connaissances, et nous avons ce rôle quand même primordial de faire en sorte que nos élèves soient des citoyens, soient capables de réfléchir par eux-mêmes, de leur donner ces clés en fait, afin de leur permettre d'exercer leur esprit critique face à l'actualité. Donc non, moi je ne vois pas pourquoi nous éviterions certains sujets, alors que c'est quand même primordial de les enseigner. D'accord. Est-ce que les Français sont toujours, les jeunes Français sont toujours aussi passionnés d'histoire? Oui. Dès le collège, alors je suis enseignante au lycée, mais j'ai aussi enseigné au collège, et je voyais mes élèves de 6e qui étaient passionnés et qui me disaient que la discipline qu'ils préféraient, c'était vraiment l'histoire. Parce que cela raconte l'histoire de leur pays, l'histoire mondiale, c'est vraiment une culture générale qu'on a à transmettre et non pas leur culture. On n'entre pas finalement en concurrence avec leur culture familiale ou leur culture religieuse. Donc c'est important. Aujourd'hui, renforce-t-on la sécurité dans les écoles? Oui. Donc nous avons une réunion, je pense dans tous les établissements scolaires lundi,
pour justement renforcer la sécurité des établissements, pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions et qu'on n'ait pas effectivement cette peur d'une intrusion. Donc oui, effectivement, la sécurité s'est améliorée. Est-ce qu'il y a certains profs, il y a certains de vos collègues qui ont peur, qui vont témoigner de leur peur de venir enseigner? Non, je n'ai pas eu de retour à ce sujet sur ces craintes. Est-ce que cette sécurité-là qu'on met en place, ça risque pas de porter atteinte à cette image de sanctuaire du savoir et de la tolérance qui est l'école ou l'université ou le collège? Moi, je pense que la sécurité, c'est la sécurité déjà du territoire. Donc, on n'est pas, enfin, là, on dépasse finalement la sphère scolaire, hein, la sphère de l'éducation nationale. On entre dans une sphère qui est beaucoup plus large, celle de la sécurité de tous les citoyens français, en fait. Donc, je dirais que lorsqu'on se sentira en sécurité déjà dans l'espace public, on se sentira en sécurité dans nos écoles. Donc je pense que c'est du point de vue, enfin à l'échelle nationale, du point de vue politique, que la question doit se poser, et pas simplement dans les établissements scolaires. Vous trouvez qu'on n'est pas assez en sécurité dans l'espace public? Je pense que certaines mesures pourraient être prises davantage pour assurer effectivement notre sécurité. Quel genre de mesures? Plus de contrôle, plus dans les rues, dans l'espace public. On attend en fait, moi ce que je déplore, c'est qu'on attend qu'il y ait un événement dramatique pour que effectivement le plan Vigipirate soit déployé de manière plus importante, à un niveau plus élevé. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas un plan homogène tout au long de l'année. Vous avez l'impression qu'on fonctionne par à-coups? Tout à fait, oui. Quand il y a BFM qui ronronne, et puis de temps en temps, il y a des coups de fièvre. Oui, tout à fait. On dit que certains parents sont devenus plus agressifs à l'encontre des professeurs. Le temps où on respectait, où on vénérait le prof, l'instituteur, est-il révolu? Alors, vous avez pu le voir, ça? Alors, j'ai pu le voir plutôt en collège, pas au lycée. Parce que on a progressivement en fait, on a une intrusion entre guillemets de certains parents dans l'activité pédagogique des enseignants, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus de parents effectivement qui se permettent en fait d'apporter des commentaires sur notre façon de travailler, sur notre façon de construire notre cours. Je trouve ça déplorable parce que nous sommes des spécialistes, des experts de nos disciplines, de notre pédagogie, et je pense que chacun a son métier. Donc le métier de parent est différent du métier d'enseignant. En 20 ans, vous avez vu une évolution? Alors, plusieurs évolutions. La première, c'est une évolution par rapport aux conditions d'exercice de notre métier. Moi, ce que j'observe, c'est des effectifs qui sont en forte hausse, donc dans les classes, et notamment, alors pas qu'au lycée, mais également au collège, donc ce qui rend le métier un peu plus difficile, hein, puisque plus on a d'effectifs, effectivement, plus la gestion de la classe sera difficile. Également, nous avons aussi des publics qui deviennent de plus en plus hétérogènes, avec des élèves à besoins particuliers de plus en plus nombreux. Des élèves qui ont des difficultés au niveau de l'orthographe, dysgraphique, dysorthographique, dyslexique. Et effectivement, nous sommes dans une politique d'inclusion de nos élèves, mais ensuite, c'est à nous, professeurs, de proposer une pédagogie effectivement différenciée. Donc ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire que j'observe depuis quelques années. Ensuite, je dirais que nos missions évoluent. Elles sont beaucoup plus transversales, plus orientées vers l'éducation. Donc nous sommes nous avons plusieurs casquettes en fait au sein de notre établissement. Nous pouvons être référents égalité filles-garçons, référents culture, référents numérique. Donc cela aussi demande une expertise supplémentaire, donc une difficulté supplémentaire, puisqu'on nous demande... Référent éducation, ça veut dire quoi? Référent culture. Éducation, vous avez dit au départ. En fait, non, référent égalité filles-garçons.
Donc nous devons en fait mettre en place des actions pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Rassurez-moi, vous ne devez pas éduquer les enfants. Non, pas du tout. Non. Non. Ce sont des actions pédagogiques. Voilà, travailler par exemple sur l'orientation des filles qui se destinent souvent aux métiers plutôt, enfin aux filières littéraires et qui n'osent pas aller vers les filières scientifiques. Donc là, c'est un exemple, voilà, parmi d'autres. Est-ce que vous devez apprendre aux élèves à dire bonjour? Parfois oui, parfois non. Cela dépend en fait vraiment des classes. Donc cela dépend aussi des établissements. Donc on a ce rôle éducatif, oui, de leur apprendre les codes, les principaux codes pour finalement développer le respect et promouvoir le vivre ensemble. En fait. C'est un peu l'éducation alors. Tout à fait. Est-ce que votre métier fait toujours rêver? Alors, donc j'interviens également ponctuellement à l'université, enfin voilà, de manière vraiment très très ponctuelle, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants en licence 3 pour savoir s'ils étaient toujours intéressés par les métiers d'enseignement. Donc pour une majorité, oui. Alors plutôt orientés vers le premier degré. Voilà, donc c'est vraiment la nouveauté. On a de moins en moins d'étudiants qui sont finalement fascinés par les métiers du second degré, collège et lycée, et lycée, et qui seraient plus parce qu'ils trouvent que les conditions d'exercice évoluent négativement, avec une surcharge de travail, des effectifs très importants, des programmes qui sont de plus en plus lourds, notamment au lycée en AGGSP, un enseignement de spécialité, au collège plutôt en 3e, avec un programme d'histoire-géographie, et pas qu'en histoire-géographie très, très lourd. Donc je dirais qu'on a effectivement une déperdition au niveau de cet attrait pour les métiers d'enseignement du second degré, mais davantage pour le premier degré. Voilà. D'accord. Donc vous étiez présente donc samedi dernier avec la Première ministre et le ministre de l'Éducation pour remettre ce prix, Samuel Paty. Donc quel était le thème là des collégiens montpelliérains qui leur ont permis d'obtenir ce prix? Alors, j'étais présente en tant que membre du jury du prix Samuel Paty pour l'association des professeurs d'histoire-géographie. Donc, le thème général, le thème 2023, était les infox, quel danger pour la démocratie. Donc, les collégiens du collège de Fontcarrade de Montpellier ont obtenu le 3e prix pour le collège par rapport à un podcast en fait qu'ils ont réalisé. Où ils mettaient en avant en fait la construction d'une infox, comment déconstruire cette infox et quels étaient en fait les dangers pour la démocratie. Donc notamment la pression sur les élections, entre autres. Il y avait d'autres exemples, mais donc c'était une cérémonie qui avait pour objectif de récompenser toutes ces classes. Donc au total 6 classes, 3 classes pour le collège, 3 classes pour le lycée. Et aussi de montrer de rendre hommage aussi à notre collègue Samuel Paty et de montrer que les enseignants d'histoire-géographie poursuivent en fait le travail et ne négligent pas en fait cet enseignement moral et civique et restent en fait dans ces sujets qui peuvent parfois être sensibles. D'autres prix en Occitanie? D'autres prix en Occitanie? Non, je n'ai pas participé à d'autres prix. Et au regard là, de l'assassinat d'Arras, oui. Est-ce qu'il va falloir trouver un autre nom au prix Samuel Paty? Alors pour l'instant, nous n'avons pas évoqué d'autres noms à ce prix Samuel Paty. Je pense que de toute façon, ce nom est très important parce que c'est vrai que nous avons créé ce prix à l'issue, suite à ce drame, mais nous avons quand même rendu hommage à Dominique Bernard lors de cette cérémonie, puisque c'était aussi... Donc vous faites partie du comité de pilotage de ce prix. Comment faites-vous vivre la mémoire de Samuel Paty, à part ce prix? Alors, on a aussi, on enseigne l'EMC, donc à partir de notre enseignement moral et civique, nous transmettons également les valeurs républicaines. Donc,
nous parlons de liberté, de la pluralité des libertés, et notamment la liberté d'expression, la liberté de conscience. Également, nos programmes d'histoire nous permettent de rendre hommage également à notre collègue par rapport... alors, je vous donne l'exemple du programme de 4e en histoire qui revient sur l'histoire du 19e siècle et en faisant un focus sur la caricature, donc à travers justement l'émergence des libertés. Donc nous avons plusieurs manières finalement de rendre hommage à Samuel Paty, et pas seulement à travers ce prix proposé par la PSG. D'accord. Alors vous êtes aussi référente laïcité. Oui, tout à fait. Peut-on dire qu'elle est remise en cause à l'école aujourd'hui ou tient-elle bon? Alors, nous avons, depuis quelques années, constaté, en tant que formatrice académique laïcité et valeurs de la République, qu'il y a des atteintes à la laïcité, au principe de laïcité, parce que, tout simplement, ce principe de laïcité n'est pas compris, en fait. N'est pas compris de nos élèves et n'est pas aussi saisi, compris par de nombreux personnels. Donc, depuis quelques années, nous animons des formations, dans notre académie, au sein de notre académie, mais aussi à l'échelle nationale. Donc ce n'est pas une particularité montpelliéraine, mais dans toutes les académies, vous avez ces formations pour former l'ensemble des personnels, que ce soit les enseignants, les agents, les AED, les chefs d'établissement, les inspecteurs, enfin tous les personnels en fait de l'éducation nationale sont formés à ce principe de laïcité pour pouvoir ensuite le faire vivre au sein des établissements. Donc ces formations, en fait, ont été proposées à l'issue justement de l'assassinat de Samuel Paty et aussi des attentats de novembre 2015. Donc on revient effectivement sur ces événements et l'objectif, c'est vraiment de former tous ces personnels, de leur apporter des apports théoriques sur les notions, les valeurs républicaines, le principe de laïcité, mais également des apports juridiques. Puisque c'est la loi qui nous permet, c'est la loi qui est un cadre, qui est le cadre en fait de ce principe de laïcité et qui nous permet d'apporter des réponses très concrètes lorsqu'il y a des situations d'atteinte à la laïcité. Alors ça peut être par exemple le refus d'une activité sportive, par exemple le cyclo-natation, le refus d'écouter de la musique lors du cours de musique, le refus de chanter, le refus de chanter, donc tout ça parce que, comme je disais en début de l'entretien, en fait, les élèves arrivent avec leurs croyances, arrivent avec leur individualité, que nous respectons, parce que la laïcité, en fait, respecte cette liberté de conscience, cette liberté aussi de culte. Et par conséquent, en fait, les croyances des élèves entrent en conflit avec les savoirs que nous pouvons enseigner, que ce soit la musique, le français, l'histoire, le MC. Et c'est ce qui pose problème. Donc nous, en tant qu'enseignants, nous sommes là pour leur apporter ces clés progressivement pour qu'ils comprennent que finalement, nous n'entrons pas en compétition avec leurs croyances personnelles, mais au contraire, cela leur permet de les ouvrir à d'autres cultures, au patrimoine mondial. Enfin, lorsqu'on, par exemple, visite une église ou une mosquée, effectivement, c'est aussi découvrir d'autres cultures qui sont très très riches et qui font partie de notre patrimoine. Donc là, on est plutôt sur le champ du culturel, du patrimoine, et non pas sur le champ du cultuel. D'accord. Donc c'est vraiment la différence à mettre... Avez-vous été confronté à des positions radicales? Non, moi jamais. Honnêtement, je n'ai jamais été confrontée. Des collègues, oui. Vous en ont parlé? Oui, tout à fait. Une collègue de musique, professeur de musique, qui a été confrontée à un élève qui se bouchait les oreilles parce que refusant d'écouter de la musique. On a aussi des collègues de PS qui sont confrontés à des élèves qui, alors surtout des filles, qui refusent effectivement de se mettre en maillot de bain, alors peut-être aussi par pudeur, on n'est pas là pour juger effectivement, mais parfois c'est aussi par rapport à leurs convictions religieuses. Donc c'est des positions qui sont très mineures quand même. Oui, ça arrive très rarement. Oui.
C'est vraiment mineur, quelques élèves, mais par le dialogue, en fait, par l'échange, nous arrivons toujours à leur expliquer. Donc nous dialoguons avec les élèves, mais également avec les familles, pour leur montrer que voilà, nous n'entrons pas effectivement en contradiction avec leur religion, leur croyance, mais que nous sommes là aussi pour enseigner. Et ces personnes qui sont un peu... Vous arrivez à les faire évoluer Oui, tout à fait. Donc par le dialogue, hein, véritablement, nous n'entrons pas en conflit avec elles, et c'est vrai qu'elles font des efforts pour adhérer à ces valeurs communes et puis aux enseignements qui sont, je le rappelle, obligatoires. Très bien, bien écoutez, je vous remercie. Très bien, je vous remercie de votre invitation, en tout cas, c'était... Pour votre témoignage. Merci beaucoup.